un grand merci d'être parmi nous ce soir. Un horaire, je sais, toujours un peu compliqué avec les obligations de tout le monde, donc merci. En français ou en anglais? On apprécie beaucoup que... Oui, c'est en français. Pardon, je n'avais pas vu que le micro était... Voilà, donc on est très heureux. On a reçu donc, tout aujourd'hui The Family avec Oussama, Mathias, Noémie qui sont venus nous rendre visite. On est très honorés qu'ils aient fait l'effort de venir. On est aussi très honorés qu'ils étaient curieux de ce qu'on développait aussi à Monaco. Peut-être qu'Oussama, si tu peux même faire un commentaire sur ce que tu as vu aussi au niveau de nos sociétés, sans flagornerie comme tu le dis toujours. Voilà, donc nous on est très contents en fait de faire cet événement. Alors nous, d'après nous, il y a 3 ingrédients qui font un écosystème startup réussi. Le premier et la base de tout, c'est les entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs existent? Alors l'entrepreneuriat, c'est un phénomène historique marrant parce qu'il a pris des formes un peu différentes à travers l'histoire. Par exemple, chez les Romains, les entrepreneurs, c'est les esclaves affranchis. Pourquoi les esclaves affranchis deviennent entrepreneurs? Parce qu'en fait, c'est un statut pourri d'être esclave affranchi. Vous étiez esclave, vous avez été affranchi, ce qui veut dire que vous n'avez plus aucun des avantages d'être esclave, mais vous gardez tous les inconvénients et tout le stigma social d'avoir été esclave. Donc, en clair, une fois que vous avez été affranchi, qu'on vous a offert cette fameuse liberté dont vous avez rêvé en tant qu'esclave, vous n'êtes jamais un citoyen romain comme les autres. Vous êtes un esclave et donc votre seul espoir de vous en sortir, c'est d'être entrepreneur. Par exemple, pourquoi les Vikings sont des grands entrepreneurs? Les Vikings sont des grands entrepreneurs parce qu'ils ont une terre qui ne se cultive pas, ils n'ont pas le choix, ils doivent aller raider, ils doivent aller piller et ils doivent aller faire du commerce. D'ailleurs, un aspect qu'on connaît assez peu sur les Vikings, c'est que les Vikings sont d'abord des commerçants. Et c'est pour ça qu'au IXe siècle, un entrepreneur, ça ressemble à un Viking. Et comme ça, à chaque génération, l'entrepreneuriat, c'est toujours le phénomène de ceux qui n'ont pas le choix. Je veux dire, vous avez vu ma tronche, je m'appelle Oussama, je suis en France. L'ascension sociale, ça passait par l'entrepreneuriat ou pas grand-chose d'autre. Moi, j'ai compris il y a longtemps le contrat auquel j'étais soumis. J'aurais pu faire Polytechnique et l'ENA. Il y a des moments, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, l'entrepreneuriat est un moteur chez moi d'absence de choix. Souvent, on me demande pourquoi j'ai commencé aussi jeune. Je dis parce qu'un jour, j'ai découvert que j'étais pauvre et que ça m'a fait chier. Je me suis dit, attends, ni la vocation de le rester, ni l'envie de le reconnaître. Donc j'ai commencé à entreprendre. Et l'entrepreneuriat est porté par quelque chose de fondamental, qui est la liberté. Pour avoir des entrepreneurs, vous avez besoin de liberté. Et cette liberté, elle implique le deuxième ingrédient d'un bon écosystème entrepreneurial, c'est la rébellion. Les entrepreneurs sont toujours en lutte contre quelque chose. Si vous êtes entrepreneur et que vous luttez contre rien, c'est que vous n'êtes pas vraiment entrepreneur. Pourquoi? Parce que le monde est toujours dans un état statique à un moment donné, et à un moment donné, il est contrôlé par les gagnants. Par exemple, les compagnies de taxi, elles ont bien raison de se défendre face à Uber. Je veux dire, les gens disent « oui, c'est pas normal, l'innovation ». Mais non, si, c'est normal. Quand vous avez quelque chose, vous ne voulez pas qu'on vous le prenne. Sauf qu'en face, si vous voulez quelque chose, il faut le prendre. Et ce conflit fondamental, qui est devenu très civilisé, on s'égorge plus, on fait plus la guerre, etc. Mais ça reste un conflit, ça reste quelque chose de fondamental. Si vous voulez prendre quelque chose que les autres ont, vous avez besoin de changer le monde un peu dans votre sens, et donc vous avez besoin de vous rebeller. Et la rébellion, c'est un ingrédient dont la plupart des organismes qui essaient d'accompagner l'entrepreneuriat ont du mal. C'est pour ça que nous, on est toujours très sceptiques quand les organismes d'État s'occupent d'entrepreneuriat, parce qu'on se demande bien comment ils vont faire avec l'aspect rébellion. Quand vous êtes l'État, vous êtes plutôt du côté de l'ordre. Vous avez du mal à vous dire qu'effectivement, vous allez réussir à amener des rebelles. Alors, de temps en temps, il y a des rebelles qui prennent des citadelles au sein d'un État. On a été agréablement surpris aujourd'hui. Vous savez, on a visité des endroits comme ça partout. Je vous le dis, hein, je suis connu pour mon franc-parler. C'est vraiment stylé ce qui se passe ici. On a vu des entrepreneurs vraiment cool. On a vu des entreprises vraiment bien. Mais parce que, quelque part, ici souffle aussi une volonté de rébellion contre une principauté qui a ses règles, son histoire, sa lenteur, etc. Et le nouveau a toujours besoin de se rebeller contre l'ancien. C'est comme ça. C'est un ordre naturel. C'est pas tant que parce qu'on n'aime pas les anciens. C'est simplement parce que l'ancien a besoin de faire de la place au nouveau. C'est un cycle. C'est comme ça dans la nature. Quand il y a un arbre qui pousse, il prend la place des autres. Quand il y a une nouvelle entreprise qui vient, elle prend les parts de marché des entreprises. Ce qui est un peu nouveau et étonnant, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai choc historique. Passer de 0 à 100 milliards de valo en 5 ans,
Ça, c'est impressionnant. Il y a quelques entreprises qui ont des vitesses de disruption qui sont complètement inimaginables et qui d'ailleurs sont inimaginables pour la plupart des gens qui dirigent ces entreprises. Par exemple, moi j'ai eu la chance de fréquenter les gens à l'origine de Facebook quand ils étaient personne. Et il y a quelque chose de fascinant quand j'essaie de me souvenir de qui ils étaient ces gens-là, c'est qu'ils n'avaient pas du tout conscience de faire Facebook. Si on avait dit à ces gens-là qu'un jour, ce serait un outil qui serait utilisé pour mettre Trump au pouvoir par des agents russes et dans une guerre gouvernementale avec des auditions au Sénat, les mecs, ils auraient rigolé. Ils se fait, attends, on envoie des vampires, mec. Qu'est-ce que tu nous racontes? Et pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces phénomènes d'adoption et de disruption dépassent leurs créateurs même. Vous savez, on aime bien imaginer ces gens comme les maîtres du monde qui imaginent où le destin de la planète doit aller. La plupart du temps, ils n'en ont pas la moindre conscience et ils sont même eux-mêmes étonnés de l'impact qu'ils ont. Je pense que vous travaillez chez Facebook en 2019 et vous vous faites accuser toute la journée de manipuler le monde, de voler des datas, etc. Vous avez l'impression, à mon avis, de vivre dans la 4e dimension. Où vous venez au travail analyser des tableaux de cohorte pour que des gens échangent des photos de famille, parce que c'est quand même l'usage numéro 1 de Facebook. Il faut savoir quand même que l'utilisateur majoritaire sur Facebook a maintenant 57 ans de moyenne d'âge. Donc, votre travail, en fait, c'est d'analyser des cohortes pour les photos de petits-enfants. Et à la télé, on vous accuse de travailler pour le KGB. Donc, votre niveau de réalité, il est comme ça, en fait. Vous ne savez pas de quoi on parle, vous ne savez pas comment connecter. Et ça, en fait, ça implique le 3e ingrédient, c'est que l'entrepreneuriat, grâce à la liberté, rencontre la rébellion, et il a besoin d'un 3e élément, qui est l'argent. Alors, l'argent, c'est un phénomène un peu marrant, parce que l'argent, il y en a de plus en plus, et ça vaut de moins en moins. Alors, tous les gens qui ont un peu d'argent souffrent beaucoup, ils le savent. C'est devenu très, très compliqué d'avoir du rendement sur son argent. C'est devenu un métier d'avoir de l'argent. Si vous voulez, aujourd'hui, en 2019, avoir de l'argent et vous la couler douce, c'est très dur. Les banques privées ne font plus le boulot qu'elles faisaient avant. Et d'ailleurs, on est tous un peu méfiants de nos banquiers. S'il y a des banquiers dans la salle, je comprends votre émotion. Je vous rejoins bientôt avec le Tech Backlash. Donc, on est un peu dans le même camp. Mais en fait, ça devient très, très dur de faire confiance à qui que ce soit. Et gérer de l'argent pour le compte de tiers, ça devient de plus en plus dur. L'immobilier, ça rapporte de moins en moins. Le private equity, c'est compliqué. La bourse, c'est volatile. Les crypto-monnaies, ça baisse quand vous en avez acheté. C'est vraiment... On est dans un monde où gagner de l'argent et faire de l'argent avec de l'argent est devenu une profession en soi. C'est devenu une profession à temps plein. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui se ruinent. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les 10 dernières années sont la décennie record en création de millionnaires et milliardaires. On n'a jamais créé autant de millionnaires et de milliardaires que sur les 10 dernières années. Mais une chose dont on parle très peu, c'est la décennie où il y a le plus de millionnaires et de milliardaires qui ont été ruinés. Et ça, ça arrivait en même temps. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi l'argent devient tellement compliqué? D'abord, parce que tout coûte de moins en moins cher à créer. Si vous regardez, en 1995, quand j'ai créé ma première start-up, en 1995, créer une start-up, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un serveur, monter ce serveur, amener ce serveur dans un data center, brancher ce data center à un serveur sur Internet, programmer votre propre infra, développer tous les services. Par exemple, moi, la première fois que j'ai fait un site Internet, j'ai dû développer mon propre module de carte crédit pour accepter les paiements. Et je peux vous dire qu'il n'était pas sécurisé. C'était un fichier carte.txt dans lequel j'enregistrais les numéros de carte un par un et je les rentrais à la main sur un terminal de paiement le soir. Donc les gens mettaient leur carte à pas d'heure et quand je rentrais de l'école, parce que j'avais 14 ans, quand je rentrais de l'école, je rentrais les numéros de carte avec les montants. Vous n'imaginez pas le nombre d'erreurs que j'ai fait que personne n'a jamais vu, à la hausse et à la baisse, n'importe quoi. Mais l'Internet, à l'époque, c'est un monde dans lequel la barrière à l'entrée est très élevée. En échange de cette barrière à l'entrée, à l'époque, vous n'avez aucun problème de distribution. Par exemple, moi, le premier site Internet professionnel que j'ai fait, c'était une plateforme d'antiquité en ligne, où j'allais chez les antiquaires prendre en photo les antiquaires, et je les mettais à 3 ou 4 fois le prix en ligne. C'était très facile comme business. Et ben, je me suis inscrit sur yahoo.com. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'existence de yahoo.com. Et sur yahoo.com, j'ai eu 60 000 visites le premier jour. Pourquoi? Parce que le seul site Internet, quand vous tapiez Antiquité à l'époque sur Internet, c'était le mien, dans le monde. C'était très facile, l'Internet, à l'époque.
Essayez maintenant de faire un site d'antiquité en ligne, qu'on rigole. Essayez d'être numéro 1 sur Google et d'être en concurrence avec la terre entière. Le moindre type qui a la moindre idée maintenant est en ligne. Et donc, ce qu'on a gagné en termes de réduction de CAPEX, on l'a perdu en distribution. Ça devient de plus en plus dur de distribuer, ça devient de plus en plus facile de lancer. Et pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène capitalistique assez marrant, c'est que tout ce qui avant était un CAPEX, c'est-à-dire un coût de capital, est devenu un OPEX, c'est-à-dire un operating income. On n'achète plus les serveurs, on les loue. On n'achète plus les bureaux, on les loue. On n'achète plus le mobilier, on les loue. Par exemple, nous, on a une start-up qui cartonne en ce moment, qui fait de la location de mobilier en entreprise. Une entreprise qui prend un nouveau bureau de 500 mètres carrés, au lieu de mettre 80 000 € en meubles, elle paye 800 € par mois. Ça change tout en termes de cash flow. Et si tous les services, un après les autres, deviennent des OPEX, ça veut dire que le besoin en capital s'écroule. Et ce qui veut dire que les entrepreneurs n'ont plus besoin de supplier le capital. Le capitalisme s'appelle capitalisme parce que ceux qui tiennent la porte étaient ceux qui possédaient le capital. Ça a été détruit il y a 15 ans. Et depuis 15 ans, le rendement du capital est décroissant. Et depuis 15 ans, les entrepreneurs ont besoin de moins en moins d'argent pour se lancer. D'ailleurs, une métrique un peu marrante, on parle beaucoup de ces super licornes américaines qui lèvent des milliards. Mais essayons de réfléchir à quel point leur argent est insignifiant. Prenons le cas d'une entreprise comme Uber. Uber opère dans 160 villes dans le monde. OK ? Imaginez que vous vouliez faire le leader du taxi dans 160 villes dans le monde avec le capital cost du 19e siècle. Combien ça coûterait? Ça coûterait des centaines de milliards. Uber, pour 19 milliards, ils ont créé le leader dans 160 pays et ils ont perdu beaucoup d'argent en coupons et en marketing inutile. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un accès au capital quasi infini. Ça ne veut pas dire que c'est facile de lever des fonds. Ça veut juste dire que quand vous avez passé le Rubicon et que vous êtes identifié comme une start-up qui est capable de lever des fonds, ce n'est pas les fonds qui vous choisissent, c'est vous qui choisissez les fonds. Quelque chose que personne ne comprend sur les startups de The Family, c'est que les startups de The Family, vous pouvez les diviser en deux grandes catégories. Les startups dans lesquelles personne ne veut investir et les startups dans lesquelles tout le monde veut investir. Et les startups dans lesquelles tout le monde veut investir, c'est l'entrepreneur qui choisit quel investisseur. Ce qui veut dire que le métier traditionnel d'investisseur, qui était un métier de cherry picking, qu'on dit de buy side, c'est-à-dire d'acheter, d'être du côté acheteur, est devenu un métier de sell side. Nous, on voit aujourd'hui des investisseurs qui gèrent des dizaines de milliards venir supplier des enfants de 20 ans qui n'ont aucune expérience professionnelle, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et qui sont à peine sortis du berceau, négocier des term sheets et leur dire quelle valeur vous allez m'apporter réellement. Des fois, j'essaie de réfléchir à eux. Je pense souvent à ces chocs de génération. Vous savez, quand vous avez des retournements totaux comme ça, un peu violents. Et ça, en fait, c'est l'Internet qui a produit ça. Pourquoi l'Internet a produit ça? Parce que l'Internet a commoditisé les 3 ingrédients qui permettent ces 3 caractéristiques dans un écosystème. La première commodité, c'est le savoir. Tout ce que vous voulez apprendre s'apprend de nos jours. C'est nouveau, c'est incroyable. Pour ceux qui ont connu les bibliothèques et les CDI, ça paraît complètement dingue. À peu près n'importe quel domaine aujourd'hui, aussi obscur soit-il, peut s'apprendre. Je peux vous raconter 2 anecdotes. L'année dernière, j'étais invité comme speaker à la conférence annuelle des actuaires. Grand moment de fun. Si vous ne savez pas ce qu'est l'actuariat, c'est la prévision et la gestion du risque dans l'assurance pour prédire le prix d'une police d'assurance. Et j'étais le dernier speaker de la journée, mais je suis arrivé à 8 h du matin, un petit malentendu. Et donc j'ai passé la journée à les écouter parler d'actuariat. Et j'ai joué à un jeu toute la journée, c'est qu'à chaque fois qu'ils disaient un mot que je ne comprenais pas, et Dieu sait que les actuaires ont beaucoup de mots qu'on ne comprend pas, je le cherchais sur Wikipédia. Et à la fin de la journée, je leur ai fait une conférence d'actuariat. Je leur ai parlé d'excess of loss, de pricing, d'underwriting. Et les mecs ont dit, mais on ne savait pas que tu avais étudié l'actuariat, quoi. J'ai dit, oui, une journée sur Wikipédia. Désolé les gars. Et ça, c'est terrible, parce que quand vous avez passé 5 ans d'études, qu'un type puisse faire semblant d'être actuaire, parce qu'évidemment, ce n'est qu'une prétention, ça coûte cher, en fait, à ce qu'est l'expertise. Et alors, la deuxième anecdote, il y a un jeu auquel je joue avec mes neveux et nièces depuis des années, que j'adore. C'est qu'une fois par mois, je leur demande de choisir un sujet obscur, mais vraiment très obscur, du genre la toxicologie des bêtes en milieu profond et leur application dans la pharmacogénomique. Okay, sujet passionnant. Et vous leur demandez de faire un exposé. On parle d'enfants entre 12 et 15 ans. Et vous leur demandez de faire un exposé à la famille sur des sujets complètement absurdes. Et bien, on n'est jamais tombé dans le cas où ils n'ont pas trouvé d'infos, où ils ne sont pas crédibles.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce monde est fracturé entre les gens qui savent que tout ce qu'on a besoin d'apprendre s'apprend et les gens qui pensent encore qu'il faut aller à l'école. Et cette violence, elle est terrible, parce que la violence symbolique de l'école est très forte. Tous les gens qui ont été à l'école ont travaillé dur. On peut penser ce qu'on veut. Vous savez, en France, on a ces trucs, les grandes écoles, on dit « oh là là, ça ne veut pas tout dire ». Oui, ben d'accord, ça veut quand même dire que les gens travaillent dur. C'est un fait pour aller dans une grande école. Et le problème, c'est que la valeur de ce travail est en train de décroître face à la valeur de la capacité d'acquérir du knowledge, où que ce soit, quand on a besoin, à la demande. Et le fait que quelque chose d'aussi violent symboliquement qu'un diplôme devienne une commodité, savoir quelque chose d'aussi comme l'électricité ou l'eau que vous pouvez acquérir à tout moment, ça change complètement la donne de avec qui vous êtes en compétition. Prenons un site internet, Coursera. Qui connaît Coursera dans cette salle? Ok, donc Coursera, c'est un principe tout bête. C'est 2 étudiants américains qui ont mis des caméras dans les meilleures facs américaines, qui enregistrent les cours et les mettent en ligne. Le premier cours de Coursera, c'est un cours d'intelligence artificielle fait par un prof pas très sympa, mais très très fort en intelligence artificielle. Le genre de prof qui, dans une fac américaine, a du mal à avoir des élèves, ce qui fait en général le cours le matin et il met des mauvaises notes. Ce qui n'est pas très compatible avec l'université où vous payez 60 000 $ l'année. Donc en général, il n'y avait pas trop de succès. Donc ce type, il fait un des cours les plus avancés au monde en intelligence artificielle. Ce cours a été mis en ligne sur Coursera. Il y a 3 millions de personnes qui sont inscrites, 300 000 personnes qui l'ont suivi en entier. Et sur ces 300 000 personnes qui ont suivi le cours en entier, il y en a 30 000 qui ont eu la note maximale à l'examen. 30 000 personnes dans le monde. Vous savez combien Stanford formait de gens par an à ce cours? 25. Passer de 25 personnes qui maîtrisent ce cours à 30 000, qui passent le même examen que l'examen, c'est-à-dire un QCM, passé par les gens à Stanford. Ça, c'est un changement complètement dingue. Récemment, on a rencontré le CEO de Coursera, on lui a demandé « Est-ce qu'on peut savoir les stats de qui sont ces 30 000 personnes ?» Alors 80% d'entre eux vivent dans un pays du tiers-monde et 47% sont des femmes. Ce qui veut dire qu'en ce moment même, là, pendant que vous mettez vos enfants dans une école classique, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école et qui ont un truc qui s'appelle Internet. Et un peu comme Winter is coming, entrepreneurs are coming. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme choix? Ben, ces gens-là, ils ne vont pas avoir d'autre choix que créer des startups. Parce que vous croyez vraiment que AXA va embaucher des gens avec comme CV meilleure note sur Coursera? Est-ce que vous croyez que des gens qui ont appris par eux-mêmes, en ligne, tout seuls, en toute liberté, vont aller se soumettre à un job chez AXA, même si AXA voulait les embaucher? Ou prenez n'importe quelle grande entreprise? Évidemment pas. Pourquoi? Parce que c'est une rupture. C'est une rupture générationnelle, c'est une rupture culturelle. Et les ruptures générationnelles et culturelles, elles sont réelles. L'Internet n'est pas un phénomène culturel pour rien. C'est un phénomène culturel parce qu'il rentre dans nos vies à tous. Prenons une deuxième histoire que j'adore. Il y a 7 ans, je vivais donc aux États-Unis, juste avant de créer The Family, et j'ai pris l'avion pour San Francisco. Et quand je suis arrivé à San Francisco, ou à l'escale, je ne sais plus trop, il y avait un type qui était en train de pleurer vous savez, au truc à bagages, parce qu'il avait sa guitare cassée en 5 morceaux, accrochée par du Chatterton, avec un mot dessus qui disait « Thank you for traveling with us. We are sorry for your guitar. This is $20 voucher on your next flight. » Compagnie aérienne, quoi. Et puis, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans ce moment-là. Ben, je suis rentré chez moi, puis j'ai oublié le type, quoi. Je me suis dit, bon, casser sa guitare. Et puis 3 jours après, je suis avec un ami, et il me dit, ah, t'as entendu parler de ce type-là qui a fait une chanson sur sa guitare cassée? Et je vais sur YouTube, et je vois un type qui chante une chanson qui s'appelle You Broke My Guitar, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est extraordinaire, où le type raconte que la compagnie aérienne a cassé sa guitare, que c'est la guitare que son père lui a offert, ou je sais pas quoi, enfin, que c'est pas juste une guitare, c'était The Guitar. Bon, et puis c'est de là d'où vient le nom The Family. Et puis, résultat, ça fait, je sais pas, 10 000 vues, 20 000 vues. 2 semaines plus tard, je suis dans un cabinet d'avocat en train de signer des papiers. Puis il y a la télé d'allumée et je vois ce type en train de serrer la main d'un type chauve qui a l'air très nerveux et qui est le patron de la compagnie aérienne qui s'excuse publiquement. Et donc je me renseigne et j'apprends que l'action de United ou je sais pas quoi a perdu 10%, qu'il y a des émeutes d'utilisateurs contre la compagnie pour leur policy invraisemblable contre le cassage de guitare non prévu,
qu'ils ont été inhumains. Le mec, il explique qu'il a trouvé une guitare, qu'ils ont réparé la guitare. La vidéo, si vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est invraisemblable. Et j'aimerais que tous ensemble, là, on ait un moment d'empathie pour le patron de la compagnie aérienne. Imaginez, vous avez été à l'école, vous avez travaillé dur, vous avez eu des bonnes notes, vous avez fait des stages. Quand vos copains étaient en vacances, vous avez travaillé plus que les autres. Quand vos collègues ont commencé à avoir une vie de famille, vous l'avez sacrifié. Vous avez monté les échelons. Vous êtes arrivé à un stade où il n'y avait plus d'autre choix que buter tous les autres. Bah oui, parce que pour devenir PDG d'une boîte, il y a un moment, il faut buter des gens. Et là, vous devenez le grand patron, vous avez le pouvoir suprême, et il y a un mec qui rentre dans votre bureau et qui dit « Sir, we have a problem, we broke your guitar ». Je pense que votre réalité entière s'écroule. Je pense qu'à ce moment-là, quand vous rentrez le soir chez vous, vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez vraiment pas bien. Vous vous demandez qu'est-ce qui dans le monde a cassé. À quel moment les gens ont eu le droit de vous emmerder comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur, au hasard, alors que ça fait des années que vous cassez des guitares sans que personne se plaigne, d'un seul coup, ça change? Et vous pouvez appliquer cette histoire à tout le monde. Pensez à tous ces hommes avec #MeToo, même histoire. Je veux dire, vous imaginez les types, ça fait des années qu'ils sont sexistes, et d'un seul coup, vous leur dites « Non, c'est fini les gars. Non, non, là, il y a la compliance qui est venue, on arrête. » On arrête quoi? Pourquoi? Et en fait, ces changements, ils ont comme caractéristique d'être toujours immédiats. Ce qu'on ne comprend pas avec l'Internet, c'est que les changements ne sont jamais progressifs. Vous savez, on a une vision un peu idyllique du changement, les choses se font étape par étape. Non, les changements, ils ont comme caractéristique d'être toujours brutaux et d'avoir énormément de mal à être compris par les gens qui le subissent. Et les gens qui subissent, ils ont quoi comme phase? D'abord le déni, puis la rage, puis l'acceptation, puis le désespoir. Et pourquoi? Parce que c'est là où démarre la nostalgie. Pourquoi le nombre de nostalgiques explose dans le monde? Je ne sais pas si vous avez percevé ce phénomène. Tout le monde a l'impression qu'avant, c'était mieux. Mais il y a une raison très simple à ça. C'est que plus personne ne sait ce que c'était avant. Vous vous souvenez ce que c'est de donner un rendez-vous à un type sans avoir de téléphone? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est de se faire poser des lapins? Tout ça, c'est des concepts qui sont très, très théoriques maintenant. Parce que maintenant, on envoie un SMS. Vous vous souvenez de ce que c'est de se perdre dans une ville ou d'essayer de lire une carte? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est d'essayer de se souvenir d'un numéro de téléphone? Et en fait, ça montre que dans la réalité de nous tous, le monde peut changer extrêmement vite. Par exemple, ma mère fait des conf calls sur WhatsApp. Elle a 75 ans avec tous ses petits-enfants. Parce qu'elle en a marre que les gens ne répondent pas, donc elle les appelle tous en groupe. Elle a découvert le groupe call. L'enfer. C'est là où vous voyez qu'il faut mettre des limites à la technologie. Il ne faut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Et en fait, tous ces phénomènes, ils participent à l'opportunité entrepreneuriale. L'opportunité entrepreneuriale existe parce que tout ce qui était des références, tout ce qui était stable est devenu mouvant. Et si vous vous dites que du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre boulot, si vous dites que du jour au lendemain, ce que vous connaissiez être vrai peut devenir faux, bah pourquoi pas participer au phénomène? La raison pour laquelle l'entrepreneuriat est en train de devenir un phénomène global, la raison pour laquelle c'est en train de conquérir tous les horizons, c'est simplement parce que c'est plus facile d'accès, ça coûte moins cher, tout le monde peut apprendre, et donc il n'y a plus vraiment d'avantage à être quelque part. On est en 2019, vous voulez créer une boîte mondiale depuis Monaco, je pense que c'est possible, même depuis ici. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le monde n'a jamais été aussi ouvert, le monde n'a jamais été aussi accessible. Et l'élection de Trump, la montée des nationalismes, tous ces phénomènes-là, ne sont que la réaction naturelle à ce phénomène. C'est tout simplement que la résistance d'un monde qui se demande à quoi ressemble ce mystère qui vient, qui est fait de rébellion et d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Alors, il doit nous rester 30 minutes, non? Ouais, on a le temps. Enfin, super. Mais justement, c'était le but. C'était super intéressant, merci beaucoup. Et donc maintenant, vous allez être moins passif. On va essayer de faire un truc plus actif. Vous pouvez poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord, n'ayez pas peur. Vous allez me donner votre je ne suis pas d'accord avec moi-même, de toute façon, la plupart du temps. Donc, ça fait longtemps que j'ai abandonné toute idée d'avoir raison. Laurence, j'arrive. Je crois que c'est pour la caméra. Oui, il y a la caméra et tout, donc c'est bien. Merci. Non, moi je me demande de parler de façon très positive de l'émergence des startups. Je ne veux pas du tout généraliser aux États-Unis, etc., parce que je ne connais pas.
Par contre, je peux vous dire qu'en France, les gens construisent souvent une start-up parce qu'ils ne sont pas embauchés ailleurs et qu'il y a un gros problème de chômage. Oui, bien Donc, sûr. si vous voulez, voilà. Et après, je pense aussi que pas tout le monde est capable de driver une start-up. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, vous voulez, en France, qu'on fait croire aux gens que ouais, ça va être génial, super, machin. Mais en fait, combien il y en a qui survivent, combien il y en a qui embauchent, je ne suis pas sûre qu'il y en ait autant que ça en pourcentage. C'est ça qui me... J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de laissés pour compte, quoi. C'est mon sentiment, je peux me tromper, hein. J'espère bien que vous vous trompez, parce que sinon je suis mal. Donc, il y a deux aspects à votre question. Il y a l'aspect numéro 1, les gens sont au chômage, ils créent des startups. Bah, c'est quand même mieux que d'attendre un boulot, quoi. Bon, ça, j'ai pas l'impression que le modèle salariat est un modèle qui ait vraiment favorisé l'épanouissement de grand monde. Il y a quand même, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les grandes entreprises ont fait un deal avec les gens, qui était, je vous offre de la sécurité en échange de beaucoup d'ennuis et de soumission. Puis à un moment, ils ont enlevé la sécurité et ils ont dit, il faut garder l'ennui et la soumission. Et ça n'a pas marché. Et donc les gens sont partis. D'ailleurs, la raison pour laquelle de plus en plus de gens cherchent à créer leur start-up plutôt qu'avoir un emploi, c'est parce qu'ils cherchent fondamentalement une raison d'être plutôt qu'un travail. Les gens préfèrent créer leur travail en 2019 que de prendre un travail. Maintenant, à votre question, est-ce que la majorité des gens vont réussir? Non. Je pense que l'échec entrepreneurial est la norme, la réussite est l'exception, mais c'est un échec qui est très formateur. Il a l'avantage de permettre aux gens de ne plus avoir peur. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même créé des sociétés dans lesquelles on ose utiliser le mot risque pour quelque chose qui n'est pas risqué. Récemment, j'ai été invité par l'école de guerre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école de guerre. C'est l'école qui forme les généraux français à faire un speech sur la prise de risque. Alors, moi, j'aime bien ce genre de truc, ça m'amuse. Parce qu'un jour, j'ai étudié de la philo, alors j'essaie de rentabiliser ça. Parce que sinon, je vais vraiment le regretter d'avoir fait ça. Et je suis arrivé, et c'était le lendemain où les otages français avaient été libérés par un commando. Et vous savez, ces 2 membres de commando français avaient été tués. Et quand je suis arrivé dans l'école, il y avait leur portrait, vous savez, avec une gerbe en leur mémoire, etc. Et j'ai regardé le truc, j'ai regardé ces gens, et je me suis jamais aussi senti mal de ma vie. Et je me suis dit à ce moment-là, j'aurais dit d'ailleurs, je peux pas. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que j'aille expliquer à des mecs qui sont dans des hélicoptères, qui sautent pour aller sauver des otages, qui mettent leur vie en danger, que moi, Oussama Ammar, je prends des risques en faisant The Family? Non mais quelle blague! Et évidemment, en fait, on a un langage très limité. Et le langage construit notre façon de penser. Je ne sais pas à quelle époque on a dit que le risque entrepreneurial était un risque. Mais si on appelait ça badaboum bim boum, les gens se diraient, bah ouais, t'as fait du badaboum bim boum, ça n'a pas marché, oh, c'est pas grave, rebadaboum again. Et ça irait. Et le fait qu'on utilise le mot risque pour quelque chose où on risque notre vie, et le mot risque pour quelque chose où on risque juste de perdre de l'argent et du temps, c'est vraiment un problème qui n'aide pas les gens à voir où est la réalité du monde. Et la réalité du monde, c'est que les opportunités économiques aujourd'hui sont limitées et que parce qu'elles sont limitées, il faut justement prendre ce genre de risque qui au final n'est pas très risqué. Il n'existe personne qui a raté sa boîte à The Family et qui va mal. Tous les gens qui ont raté leur boîte à The Family deviennent des meilleurs employés, ils deviennent des meilleurs cofondateurs. C'est une école de vie dont on a besoin. Et c'est une école de vie qui repose sur quelque chose où l'école nous a tous échoué vis-à-vis de nous, qui est de nous apprendre par la pratique. Apprendre par la pratique reste la meilleure façon d'apprendre. Il y a un exemple historique très drôle là-dessus, c'est les Romains contre les Grecs. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi en Grèce, tous les immeubles et tous les temples et tout ça sont en ruine, alors qu'en Italie, tout est à peu près intact. Le Colisée est quasiment intact. En fait, c'est parce que les Grecs avaient des cours de théorie en maths. Et ils apprenaient la théorie mathématique et ensuite ils faisaient de l'architecture, ce qui fait que rien ne tenait. Et les Romains n'avaient aucun savoir théorique mathématique et ils apprenaient par l'apprentissage. Ils étaient apprentis pendant 15 ans, 20 ans pour apprendre à faire des immeubles. Et ce qui fait qu'ils ont construit des choses beaucoup plus solides. Parce que dans notre monde, les gens qui apprennent par la pratique apprennent à faire des choses beaucoup plus solides que les gens qui apprennent par la théorie. Mettre des gens qui n'ont jamais fait de pratique à enseigner à des gens qui un jour vont faire de la pratique, c'est un bug. Et c'est un bug récent dans l'histoire de l'humanité, ça a 2 siècles. L'école moderne a été inventée pour l'ère industrielle, et l'ère industrielle repose sur le fait que les gens ne développent pas leur plein potentiel. Si vous prenez une école et la construction d'une école, il y a une sonnerie comme si les gens ne savaient pas sortir d'un cours à l'heure sans être appelés comme un animal. Ils sont classés par année de fabrication parce que tout le monde sait qu'il y a des enfants, que la chose le plus commun entre 2 enfants, c'est leur âge. La bonne blague.
Ça n'a aucun sens. Et tout est pensé, en fait, pour cette éducation industrielle. Et donc, évidemment que mon métier, c'est de vendre du rêve. Je ne vais pas dire aux gens... il y avait un truc très sinistre avant avec les startups en France. Genre, faire une startup, c'est dur, tu souffres. Ça va, on le sait. Enfin, c'est un peu comme tous les gens qui font du sport à la télé, ils ont l'air beaux et pas faire trop d'efforts. C'est pour ça que les gens vont faire du sport et ils le regrettent après. Enfin, c'est la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui passent le Rubicon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui réussissent. Et ça ne veut pas dire que tous les gens qui ne le font pas et qui ne réussissent pas apprennent pas quelque chose qui les aide à aller mieux dans leur vie. Et c'est pour ça que je suis optimiste sur le sujet. Je ne suis pas optimiste parce que tout le monde va devenir milliardaire. Si tout le monde devient milliardaire, on est par définition un nouveau pauvre. Les inégalités économiques participent au moteur. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire ne pas réussir et quel est l'impact de cette non-réussite sur votre vie? Si ça n'impacte ni votre dignité, ni votre capacité à être heureux et qui, au contraire, ça vous donne l'occasion d'avoir des expériences qui sont valorisantes, bah ça, c'est important. Oui. Bien sûr, je vous en prie. De toute façon, personne d'autre veut parler. Franchement, qui sont beaucoup plus heureux que certains types d'employés dans certaines industries, dans une certaine époque. Je ne suis pas sûre, honnêtement. Eh bien, moi, j'ai aucun doute. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'avaient rien d'autre comme offre. Vous croyez que les gens qui viennent de banlieue, qui sont chauffeurs Uber, ils n'ont pas un upgrade hors du commun? Vous parlez avec les chauffeurs Uber? Bah, moi aussi, je leur parle et c'est marrant. À chaque fois, ils me disent, je regarde vos vidéos, j'ai envie de monter ma boîte. Il y a pas de... Uber n'est pas un métier. Le fait de réduire les chauffeurs Uber au métier de chauffeur Uber, c'est appliquer une version ancienne de ce qu'est un métier. Ces gens-là, ils voient Uber comme une marche. Ils voient comme Uber comme une transition et ils voient Uber comme leur capacité à faire autre chose. Et est-ce qu'en tant que société, on a réussi à créer les institutions qui permettent de faire ça? Non. On n'arrête pas de vouloir traiter Uber comme les chauffeurs Uber, comme des gens qui vont faire ça 30 ans, 40 ans. On pose des questions comme c'est quoi la retraite d'un chauffeur Uber? Mais la plupart des chauffeurs Uber, quand ils pensent à leur retraite, ils ne pensent pas au fait qu'ils ont envie de rester toute leur vie chauffeur. Et c'est cette énergie-là que Uber a permis d'exprimer et qui a changé la vie de pas mal d'ex-chauffeurs Uber. Est-ce que c'est un modèle parfait? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui, de toute façon, n'en tirent pas le plein potentiel? Évidemment. Mais on ne va pas s'arrêter de faire des choses sous prétexte qu'à la marge, il y a des gens qui ne rentrent pas. Il y a toujours des laissés pour compte. Si vous voulez faire un système dans lequel 100% des gens sont heureux et fonctionnent bien, ça n'existe pas. Ce que je vois, moi, c'est que la liberté de ces gens-là a permis à plusieurs personnes de s'émanciper et à des gens qui, justement, avant, avaient très peu d'opportunités. Le micro arrive. C'est un peu comme au baseball, c'est step touch. Je conviens avec vous que le système éducatif, c'est fait pour une autre époque, alors ça doit changer. Ma question, c'est si vous pouvez réimaginer ce système éducatif, vous commencerez où? Alors là, si j'avais la réponse à ça, je le ferais. J'ai vraiment pas d'idée, en fait. J'ai des intuitions. L'intuition numéro 1, c'est que la pratique est plus importante que la théorie. L'intuition numéro 2, c'est que prof ne devrait pas être un métier. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce truc, mais il y a un truc très très bizarre de confier nos enfants à des gens qui n'ont jamais vécu dans le monde réel. Non, mais je suis très sérieux là. Vous avez des gens qui ont été à l'école toute leur vie qui étaient bons, parce que les profs étaient bons à l'école, et ils n'ont pas voulu aller dans le monde réel, ils sont restés à l'école. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens qui étaient bons à l'école, vous vous souvenez des premiers de la classe quand vous étiez petit? Vous leur faites confiance pour vous aider? Moi, je m'en souviens, non, c'était chaud. Donc non, il y a un truc qui ne va pas là. Et la troisième chose, c'est que évidemment, la société civile devrait d'une façon ou d'une autre entrer à l'école. Je ne sais pas comment, mais j'ai l'impression de pratique et plus de diversité. Et notamment, le fait qu'on finit par se sentir mal à l'école, c'est terrible. Regardez le nombre d'enfants qui se disent qu'ils sont idiots ou bêtes parce qu'ils ne sont pas scolaires. C'est un drame. On ne devrait pas le considérer autrement qu'une tragédie. On devrait dire que quelqu'un qui est un enfant, qui est angoissé parce qu'il n'a pas eu des bonnes notes, c'est qu'on a raté un truc dans le système. Évidemment qu'il y a des gens qui sont plus scolaires que d'autres, évidemment qu'il y a des gens plus rapides que d'autres, évidemment qu'il y a des gens plus intelligents que d'autres, mais la réalité de la valeur du monde, elle est très, très polymorphe. Il y a des gens qui expriment leur talent plus tard, plus lentement, différemment. Et je pense que dans pas longtemps, on pensera à cette époque en se disant qu'on était des sacrés barbares quand même.
Moi, je voudrais réagir par rapport à ça. J'ai un ami qui dirige le master base de données à Sophie Antipolis. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie d'abord donc, des cours de vidéo online à tous ses étudiants qu'ils doivent visionner et donc regarder, comprendre avant d'aller après à son cours. Et ensuite, il retravaille là-dessus et il fait tout en pratique. Mais il utilise à fond tous ces MOOC, enfin toutes ces plateformes online. Et voilà, donc c'est vraiment une méthode où il se sert des deux, en fait. Il y a de plus en plus de gens qui essayent des choses. C'est assez enthousiasmant, d'ailleurs. Il y a même une start-up ici qui est dans l'éducation, je ne sais plus, je les ai rencontrés tout à l'heure, fait des tablettes dans les écoles, c'est toi? Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup d'expériences en cours. Bonsoir. Il y a deux concepts assez intéressants, autant du côté entrepreneuriat que investisseur. C'est le go big or go home ou if you fail, fail quick. Comment est-ce que tu peux analyser ces paramètres pour définir, selon les startups, quelle peut être la croissance, la capacité d'un acte d'entrepreneuriat? Ouais. Alors le go big, go home, je suis un peu embarrassé là-dessus, moi. Parce qu'évidemment, on n'arrête pas de le répéter à The Family. Et récemment, je me suis rendu compte que les gens ne comprenaient pas ce qu'on voulait dire. Vous pouvez diviser les startups en 3 grandes catégories. Vous avez des gens qui essaient de créer des empires, vous avez des gens qui essaient de créer des royaumes, et il y a des gens qui essaient de créer des duchés, ou des principautés, on va dire. La probabilité de réussir un duché est beaucoup plus élevée que de réussir un empire. Ok ? Ça, c'est facile à comprendre. Gérer un petit territoire, c'est beaucoup plus facile qu'administrer un très large territoire. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des empires finissent toujours par échouer sous leur propre poids, parce que c'est juste trop gros. C'est comme ça. The Family, on a un business model, on prend 5% dans les startups et on a besoin que les gens fassent des empires. Et on a besoin de passer ce deal. Donc on passe un deal avec une certaine population qui a envie de prendre ce risque et qui trouve une joie à ce risque. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je voulais gagner de l'argent, j'irais le family office de, je sais pas, Richard Branson, il a l'air marrant. Il me donnerait 3 millions par an et j'irais à Necker Island 4 semaines par an. Les gens qui veulent faire des empires, c'est rarement pour l'argent. Ils aiment l'argent comme symbole de leur intelligence et de leur gloire et de tout ça, mais ça ne change rien à votre vie d'avoir 200 millions, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards. Je ne pense pas que Bill Gates, il se regarde le matin en se disant « Ouais, je peux m'acheter une PS4, je viens de dépasser les 100 milliards de patrimoine. » Il n'y a rien sur Terre qui vaut ce prix-là. Mais je pense que Bill Gates, fondamentalement, il regarde le classement et il se dit « Ouais, une année de plus, c'est moi le plus fort. » Et je pense que cette hubris, il est présent chez certaines personnes et que c'est un moteur extrêmement fort. C'est ce qui fait qu'il a quand même éradiqué la malaria dans le monde. Hein. C'est pas mal comme achievement. Et c'est des gens qui jouent un jeu qui est un jeu d'historiographie. Et The Family, c'est un endroit où ces gens-là trouvent un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer et pas avoir l'air fou. C'est ça qu'on offre à The Family. On offre à ces gens-là la possibilité de se dire « Ok, c'est fine, je vais peut-être planter une boîte à 100 millions et personne ne va me prendre pour un abruti de l'avoir fait, parce qu'en fait, n'importe où ailleurs, on vous le reprochera. » Je me souviens de la violence, nous, quand on a planté notre première grosse boîte, qui était Save. Save est passé de 0 à 24 millions de chiffre d'affaires en 2 ans, puis ils ont fait faillite, et tout le monde nous a dit « Vous êtes des nuls. » Ben oui, c'est factuel. Là. Et après, les gens ont dit « Oui, mais il fallait aller moins vite. » Moins vite, bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire, aller moins vite? Ça veut dire que quand un client rentre dans la boutique, tu mets un panneau disant « Monsieur le client, ce serait sympa de revenir la semaine prochaine, parce que là, on va trop vite. » Non, quand tu es dans une voiture qui n'a pas de frein et qui descend une montagne, bah, tu essaies de conduire correctement. Mais quand tu es à 300 km/h et que tu n'as pas de frein et que tu essaies de descendre, il y a de fortes probabilités que tu meurs. Et les startups, ce n'est pas dur parce que les startups qui ne marchent pas meurent. Les startups, c'est dur parce que les startups qui cartonnent meurent. C'est ça qui fait que les startups, c'est un monde de fous. C'est un monde dans lequel ta boîte peut aller bien, tout va bien, et il y a un truc qui se passe et tout déraille. Essayons d'avoir un peu d'empathie pour le pauvre patron de WeWork. Désolé, ça me fait rire. Mais le type avait une boîte qui valait 47 milliards le lundi, 30 milliards le mardi, 10 milliards le mercredi. Le jeudi, il était viré. C'est un truc... imaginez le niveau d'ascenseur émotionnel. Et c'est addictif. Je veux dire, c'est tous des shootés à la dopamine.
je suis un shooter de dopamine, ces gens-là sont comme ça. C'est un profil très particulier. Maintenant, ce n'est pas un profil universel. Tout le monde n'a pas besoin de faire ça. Et Dieu merci que tout le monde n'est pas ce genre d'entrepreneur. Si tout le monde dans cette pièce avait cette énergie-là, le monde serait invivable. Invivable. Je veux dire, les gens sont là, oui, il faudrait... Non, non, non. Go big or go home si vous êtes prêt à payer les cicatrices. Et ce qui est fou, en fait, c'est que tout dans la vie a un price tag. Par exemple, cet été, j'étais en vacances avec un type marrant qui a une certaine célébrité et il me disait que sa vie était horrible parce qu'il ne pouvait pas aller faire les courses. Et je lui dis, bah oui, mais en même temps, tu peux parler à n'importe quelle fille sur Terre. Donc tu ne peux pas aller faire des courses, mais tu peux faire ça. Donc ça a un prix. Et tout a un prix, en fait. Tu veux devenir milliardaire, c'est un prix. Tu veux devenir pilote de Formule 1, c'est un prix. Et souvent, les gens veulent les avantages qui vont avec un truc, mais pas payer le prix qui va avec. Et sauf que l'univers te fait toujours payer le prix. Il y a une sorte de caisse enregistreuse. Quand on enregistre tous les trucs, il dit, ah, tu veux ça, bah, tu vas voir, tu vas en prendre. Par exemple, moi, j'ai voulu aller sur YouTube et faire le malin en insultant les gens. Et ben, ils me sont tombés dessus. Tu vois. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu le droit à une campagne de presse hors du commun en France, où j'ai quand même fait la une du journal français le plus connu en disant l'entrepreneur qui a arnaqué Macron. Ça fait toujours plaisir, avec une photo de moi, les bras croisés devant le pauvre Macron, qui a l'air tout petit, etc. Ça fait toujours plaisir quand le président de la République t'appelle en disant bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment un arnaqueur ou pas? Et en fait, ce genre de choses, c'est le prix à payer d'une certaine médiatisation. Tu ne peux pas aller sur YouTube et passer ta vie à dire que les mecs n'ont rien compris et que c'est des abrutis et espérer qu'un jour, ils ne vont pas rendre des coups. Ben non, tu payes le prix, c'est comme ça. Et donc, la question du go big ou du go home, c'est un choix. Et c'est ni un choix universel, c'est pas un choix dont on a tous besoin de faire, mais c'est un choix que quand on le fait, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un aller simple. À partir du moment où tu as décidé que ta boîte allait devenir un leader de sa catégorie, on a la dent dure sur WeWork. Les gens sont très très heureux de venir dire ça a échoué, c'est n'importe quoi, c'est un niveau de valorisation qui n'a pas de sens, mais ils oublient que le type a transformé l'objet le moins facile du monde, les bureaux, en commodité à l'échelle planétaire. Et bouger un nombre d'atomes pareil avec une telle violence aussi rapidement, la probabilité que ça finisse bien, elle était quand même extrêmement faible. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être prophète pour savoir que WeWork, ça allait mal finir. Moi, je l'ai dit il y a 4 ans, je la sentais bien, la prédiction. Je la sentais très bien. Je savais très bien que ça allait aller dans le mur. Mais parce que c'est comme ça. C'est juste trop dur de faire des choses. Et par contre, j'ai pas la dent dure sur lui. Tout le monde est à dire que c'est n'importe quoi, machin. Mais évidemment qu'il faut être un peu timbré pour faire ça. Vous croyez vraiment que les gens qui font des trucs fous, ils ont l'air normaux? Non, ils font des trucs fous parce qu'ils sont fous. C'est évidemment que Steve Jobs, il va pas bien. Il a besoin d'une thérapie. Tout le monde le reconnaît, ça. Il n'y a pas besoin d'être un génie en psychiatrie pour voir que les gens qui, dans leur vie, font des choses intenses, ça les brûle de l'intérieur. Et ce qu'on essaie de faire à The Family, c'est de créer un environnement où ces gens-là trouvent une sorte d'endroit safe, heureux, où ça se passe un peu mieux qu'ailleurs, où ils ne seront pas jugés. Et s'ils échouent, ils pourront toujours rebondir avec nous. C'est pour ça que ça s'appelle The Family. Souvent, les gens me disent, c'est quoi The Family? C'est écrit sur la porte, The Family. C'est comme ça, c'est une famille, et dans une famille, qu'est-ce qu'on fait? On éduque, on soutient, on protège. C'est ça une bonne famille. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille extraordinaire. C'est simplement de répliquer la même chose dans le business avec des entrepreneurs qui prennent des très gros risques. Pour faire le lien, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, des fonds dédiés à l'investissement dans l'innovation. Vous êtes un schéma tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus votre recette miracle? Et puis, vous avez donné un petit coup de griffe sur l'administration qui peut lancer de l'innovation. On comprend très bien pourquoi. Néanmoins, il y a quelques objets non identifiés qui commencent à apparaître dans le monde. Je pense à l'Agence d'innovation de défense en France, il y a l'équivalent aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un avenir pour ces hybrides? Oui, bien sûr. Le coup de griffe était gratuit. En fait, la réalité est toujours plus complexe. C'est facile dans ma position de taquiner ces gens-là parce que Dieu merci, j'ai pas leur boulot. Des fois, je fais des cauchemars en imaginant qu'on me demande de faire ce genre de choses. Vous imaginez, je sais pas, par exemple, en France, on a un truc qui s'appelle la BPI. Vous connaissez la BPI ici? Ouais. Des fois, je fais le cauchemar qu'on me nomme patron de la BPI.
Et ma vie s'arrête, en fait. Je perds mes cheveux, je perds mes dents dans les rêves. C'est un enfer total. Et je me dis, mais c'est... Donc, évidemment, je suis le roi du monde pour leur taper dessus, mais en fait, au fond de mon cœur, je les aime. Je sais qu'ils font une mission impossible. Impossible. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible de ménager la chèvre, le chou, faire plaisir aux politiques, faire de l'innovation, gagner de l'argent en aidant les gens qui vont pas réussir. Enfin, ils ont des mandats, je sais pas comment ils font, en fait. Mais évidemment qu'en fait, il y a des objets hybrides. D'ailleurs, les objets hybrides sont souvent dans des sujets extrêmes. Le fait que vous ayez cité l'agence de défense ou la DARPA aux États-Unis, c'est que quand on parle de défense, on parle d'un sujet extrême humain. Et quand on parle d'un sujet extrême humain, les gens deviennent toujours très intelligents. Ça, c'est un truc... En général, quand vous êtes dans des sujets où la vie des gens est impliquée, où les conséquences sont graves, d'un seul coup, le niveau de clarté monte. Parce que vous ne pouvez pas vraiment déconner. Vous êtes vraiment skin in the game dans la définition la plus pure. C'est que vous mettez votre vie et la vie des autres sur la ligne. Et ça pèse sur la conscience. La DARPA a une politique d'innovation hors du commun pendant 30 ans parce qu'ils étaient persuadés que les Russes allaient ravager les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est un truc auquel j'essaie de penser souvent. C'était quoi l'ambiance pendant la guerre froide? Moi, ça me paraît inimaginable. Mais ils étaient dans des tensions mentales hors du commun. Il y avait un truc qui était un bloc, qui était communiste, qui voulait tout ravager, qui avait des ogives nucléaires partout. Vous êtes fonctionnaire à la DARPA, vous n'avez pas un boulot, vous avez une mission. Et donc quand un type fou vient vous dire « Oui, alors j'ai inventé un truc en glace, on fait passer un laser dedans et l'information va vite », vous dites « Oui, ok, très bien, essayons ». Et d'ailleurs, c'est pour ça que la DARPA a la collection la plus dingue d'inventions débiles, qui est extraordinaire. Hein. La raison pour laquelle la DARPA, c'est l'instrument de financement de l'innovation américain par l'armée. Et ils ont financé un nombre de trucs absurdes, hors du commun. Mais parce qu'ils étaient en tension et qu'il fallait tester, quoi. Et c'est en faisant plein de choses stupides que vous finissez toujours par trouver quelque chose hors du commun. Maintenant, évidemment, pour reprendre la première partie de votre question, évidemment que ces institutions, elles ont, pour avoir de l'avenir, elles ont besoin d'une mission claire, elles ont besoin d'une tension. Et c'est là où, en fait, des fois, le bas blesse. Parce que est-ce que vous faites des startups pour des raisons de com? Ou est-ce que vous faites des startups parce que vraiment vous pensez que ça va développer votre économie? Et dans le monde, on peut voir tous les pays qui le font pour des raisons de com, et on peut le voir toutes les autres. Et ce qui a caractérisé The Family et l'émergence de The Family à Paris, c'est que nous, notre seul espoir de devenir riche, c'est que les parts qu'on a dans les startups vaillent beaucoup d'argent. On ne fait pas ça pour la com. J'ai rien à foutre qu'une start-up lève des fonds. Enfin, le premier article dans les Échos, il est marrant, ça fait plaisir à votre mère, mais après, il y a un moment, on se dit oui, c'est super, mais maintenant, il faut des choses concrètes. Et c'est cette énergie et cet alignement avec les entrepreneurs qui change tout. Donc la question, c'est comment on pose la question des conflits d'intérêts et de l'alignement d'intérêts. Et quels services Juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, moi je pense que du coup il faudrait plus apprendre à apprendre, et ça c'est disponible comme on le disait, et je pense aussi que ça peut passer par les edutech. Il y a tout un secteur des edutech. Est-ce que vous en avez à The Family et est-ce que tu peux donner ton point de vue là-dessus? nous, on est des grands déprimés de l'edutech. Donc Mathias a fait faillite 2 fois dans l'edutech. On l'a pris en réfugié à The Family depuis. Moi, à chaque fois que j'ai fait un projet d'edutech, ça a mal tourné. Non, mais l'edutech, c'est un problème en Europe parce qu'on a un besoin, mais on n'a pas de marché. Il y a un truc qui prend pas. Parce que tout le monde veut que ses enfants soient éduqués, mais personne ne veut consacrer 15 000 balles par an à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les rares trucs d'edutech qui marchent, c'est dans les pays émergents. Parce que dans les pays émergents, tu n'as pas le choix. C'est vital. Quoi qu'on en dise, on a beau taper sur l'école, l'école fait plutôt bien son travail dans nos sociétés. Enfin, je veux dire, regardez tout le monde ici, tout le monde va à peu près bien, les gens ont à peu près une vie, ils sont à peu près stables, le nombre de psychopathes n'est pas si élevé que ça. Enfin, les gens sont malheureux parce que leur maîtresse était méchante, mais bon, ils s'en remettent, quoi. Tu vois, donc c'est vrai que quand il y a le discours radical que nous on porte, qui est de dire le développement humain et l'éducation pourraient être 100 fois mieux, les gens répondent oui, mais pourquoi? Oui, c'est vrai en fait. Pourquoi? Parce que finalement, ça marche aussi à peu près. Et c'est pour ça que le mieux est l'ennemi du bien.
Parce que quoi qu'on en dise, ça va bien. Je n'ai pas non plus un discours catastrophiste. Je veux dire, j'en suis la preuve, vous en êtes tous la preuve. Mais la question, c'est quand on voit le mieux et qu'on est un entrepreneur, on a envie que ce soit vachement mieux, même si c'est déjà bien. Et c'est cette tension et cette pulsion vers le mieux qui fait l'innovation. Et c'est pour ça que l'EduTech aujourd'hui, ça rencontre un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, plein de forces, etc. Mais en face, il n'y a pas d'argent. Et comme il n'y a pas d'argent, ça ne crée pas un cycle positif. Mais ça va bien finir par se casser. Je veux dire, nous, on a créé une boîte qui s'appelle Coup d'État, qui arrive à faire payer les gens pour leur éducation entrepreneuriale. C'est dur, mais ça marche. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas petit à petit. Et je me permets juste, j'avais juste une deuxième question pour rebondir sur un point où on parlait des coûts d'entrée dans le marché, des coûts de distribution. Vu que ça devient de plus en plus accessible de lancer sa start-up, mais de plus en plus dur de distribuer, quel est ton avis sur comment est-ce qu'on anticipe et comment est-ce qu'on sort du lot au niveau de la distribution, justement parce que c'est aussi ça qui va faire le succès, c'est comment on va sortir du lot sur cette distribution, parce que c'est facile de lancer. On n'anticipe jamais, on travaille juste plus dur. L'anticipation, c'est l'ennemi de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si vous regardez, la plupart des conseils classiques en entrepreneuriat sont des conseils à côté de la plaque, parce que c'est des conseils d'anticipation. Il faut penser son business plan, il faut écrire un dossier, et en fait, il faut faire plein de choses qui ne sont pas du tout entrepreneuriales. Il n'existe pas une vraie boîte dans le monde qui a écrit un vrai business plan. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'un business plan, c'est une série d'hypothèses non prouvées qui n'ont aucune valeur scientifique. D'ailleurs, c'est pour ça que Excel est le premier producteur de poésie au monde. Beaucoup plus que Word. Il y a beaucoup plus de poésie produite dans Excel que dans Word. Enfin, il y a beaucoup moins de poètes des mots que de poètes des chiffres. Hein. Et ce qui est fou, c'est le phénomène Nostradamus là-dedans. Les gens disent, oui, mais on sait bien qu'un BP, ça sert à rien, mais il faut le faire quand même. Ben non, il ne faut pas le faire quand même. Non, si ça sert à rien, ça sert à rien. Et c'est parce qu'on a oublié pourquoi le BP, ça servait à quelque chose. On a oublié que le BP, ça servait à modéliser des business prédictifs. Il y avait une époque où les business plans servaient à quelque chose. Vous ouvrez une boulangerie, je peux vous écrire un BP très précis. Hein. Vous me donnez l'adresse de la boulangerie, je peux vous prédire le revenu en fonction de la qualité du pain, à peu près à 10 000 € de plus ou de moins sur 5 ans. C'est facile. Il y a de la data, c'est historique, c'est scientifique. Start-up, tu dis quoi ? Tu dis oui, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Bon, bah, autant pas le dire, en fait. Et donc, autant le faire. Et autant aller directement dans la pratique. Et c'est là où je pense que l'éducation entrepreneuriale passe par des entrepreneurs parce qu'ils ont eu ce chemin et ils ont été dans l'action et ils ont été dans le test. Et il faut tester, il faut agir. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez chez The Family pour des entrepreneurs qui ont des concepts de start-up qui peuvent être applicables à l'échelle globale, mais qui ne savent pas développer, par exemple ? Bah, d'apprendre à développer. Et si tu n'as pas envie, c'est que tu n'es pas fait pour ça. L'entrepreneuriat, c'est ni une démocratie, ni un endroit très sympa. D'ailleurs, comme toutes les méritocraties, c'est en général émotionnellement horrible. Vous savez que la plupart des sociétés et la plupart des systèmes sociaux ne sont pas méritocratiques parce que la méritocratie, c'est horrible. Vous n'avez pas envie que vos enfants vivent dans une méritocratie. Personne n'a envie de ça. Quand vous regardez vos enfants, vous vous dites qu'ils sont les plus beaux. S'il y avait un concours de beauté qui jugeait la beauté de tous les enfants tous les ans de 10 à 0 et que tous les ans votre gosse recevait une note de beauté pour que les gens les plus beaux aient accès aux meilleurs clubs et les autres pas, et que ce soit purement méritocratique et que vous ne pouviez pas biaiser ça de la moindre façon possible, leur vie serait horrible. Ce qui est drôle, c'est que l'entrepreneuriat, c'est l'une des rares méritocraties réelles. Pourquoi ? Parce que les clients, en étant anonymes sur Internet, sont horribles. Vous, moi, on est tous sur Internet des psychopathes. C'est-à-dire que dès que l'anonymat et la protection de l'écran est entre nous et l'achat, on a des comportements hors du commun. TripAdvisor qui ne peut plus opérer en France parce qu'il n'y a que les mecs qui n'aiment pas les restos qui vont se plaindre. Il n'y a jamais de review positive. Tout le monde ment sur ses vacances. Vous regardez les vacances des gens sur Instagram, vous vous demandez ce que vous foutez en vacances. Enfin, c'est un monde où l'anonymat, la manipulation, la communication fait qu'en fait, les gens ont quelque chose de terrible, c'est qu'ils votent avec leur temps et leur argent. Et quand vous êtes entrepreneur, rien de ce qui compte dans la société ne compte. Par exemple, tu as l'air très sympa, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, est-ce que vous croyez qu'un entrepreneur, sympa ou pas sympa, a le moindre edge ? Non.
Personne se dit Steve Jobs est un sociopathe, j'achète pas son ordi. Non, les gens se disent c'est quand même sympa. Enfin, ils sont beaux ces ordis. Et quand on les touche, ils sont incroyablement slick. Mais parce qu'en fait, on s'en fout de qui est Steve Jobs. Et c'est ce qui est incroyable dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est le seul endroit humain que je connaisse dans lequel le critère de vérité est absolu. Si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Si vous avez tort, vous en perdez. Et le montant que vous perdez, c'est toujours le montant de la leçon que vous méritez. Ce qui veut dire qu'on parle toujours de product market fit. On dit toujours qu'un produit va rencontrer son marché. Mais il y a un market fit dont on ne parle pas, qui est le founder market fit. Par exemple, la semaine dernière, à The Family, comme toutes les semaines, je reçois des gens pleins de rêves et je leur détruis leurs rêves. C'est un peu mon métier, tous les jours. Et donc, il y a un mec qui arrive et qui me dit, voilà, j'ai une super idée dans la food tech, je vais faire un truc génial. Alors, je le regarde comme ça, je dis, c'est marrant, tu veux faire un truc dans la food tech, t'es pas un peu maigre pour ça? T'aimes bien manger? Non, non, pas spécialement. T'aimes pas manger, mais tu veux faire un truc dans la food tech? Et en fait, au bout de 15 minutes, je comprends qu'il a fait une étude de marché, qu'il a vu une opportunité et qu'il croit que parce qu'il a vu une opportunité, il va réussir. Mais en fait, le monde est horrible parce que le monde n'a pas de place pour les gens comme ça. Si t'es pas la bonne personne pour faire le projet, quelqu'un d'autre le fera. Tout le monde s'en fout de tes idées. Je veux dire, les gens disent, oui, mais j'ai une idée. Mais qu'est-ce que les gens en ont à foutre des idées? Vous savez, nous, on a un proverbe à The Family, c'est les grands artistes copient, les génies volent. J'ai mis des années à comprendre ce proverbe de Picasso. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un grand artiste, quand vous êtes un génie, vous ne copiez pas les œuvres des autres, vous les volez. Vous voyez un truc et vous en faites vôtre. Ça devient votre propriété. Et vous faites votre version. Parce que votre version, elle compte. Quand vous êtes un entrepreneur, vous ne vous demandez pas ce que les autres font. Vous vous demandez comment vous pouvez faire votre propre version de ce que tout le monde fait. Et si vous regardez autour de vous, Facebook, ce n'est pas le seul réseau social. C'est juste le réseau social qui a buté tous les autres. Google, ce n'est pas le seul moteur de recherche. C'est juste le moteur de recherche qui a gagné contre tous les autres. Et pourquoi? Prenons par exemple Google et le AdWords, leur business model. Vous savez qui a inventé le AdWords? C'est une société qui s'appelle Overture. Google n'a absolument pas inventé l'AdWords. Pas une seconde. Un jour, ils ont vu cette boîte, ils ont dit, tiens, c'est marrant. Bon, on le fait, les gars. Et c'est tout. Et j'imagine la réunion. Je vois très, très bien ce qui s'est passé dans le bureau. Non, c'est vraiment cool. Hein. Ouais, non, non, mais on le fait. OK. Et ils ont fait leur propre version. Aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler d'Ouverture. À moins que vous soyez vraiment dans notre milieu. Et dans notre milieu, Ouverture, c'est vraiment le fairy tale qu'on raconte aux enfants. Ne deviens pas le Minitel français. Ne meurs pas par arrogance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux faire une boîte tech, eh ben, il faut être quelqu'un de tech. Regarde, si moi je te disais, j'ai un rêve, c'est d'aller dans l'espace, mais bon, j'ai pas envie de me mettre en forme physiquement, j'aime pas trop d'ailleurs d'être sans gravité, donc il faudrait me résoudre ce problème. En plus, la fusée, ça me donne le tournis. Comment je fais? Tu te dirais, mais il est complètement con ce mec. Évidemment que si tu veux être Thomas Pesquet, il faut être Thomas Pesquet. Il faut être beau, faut bien présenter à la télé. Ça va avec le job, en fait. Et c'est pour ça que tous les astronautes ont un truc incroyable. C'est parce qu'ils sont sélectionnés là-dessus, en fait. C'est pas du hasard. Et c'est la même chose pour toi. Tu veux faire un truc dans lequel il faut développer. Pourquoi un développeur te ferait confiance? Mets-toi dans la peau d'un développeur. Il a le choix entre aller faire un vrai boulot chez Google et gagner 200 000 € par an, ou de faire sa propre idée lui-même, ou venir bosser gratuitement pour toi. À ton avis, avec quel développeur tu vas finir? C'est vraiment, tu es dans un bar, il est 2 h du mat, il n'y a plus personne. Et tout le monde est rentré chez lui. Et toi, tu es là, tu dis, bon, alors, qui veut faire la fête? Mais j'ai une super fête. Et ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit à The Family, hein, la plupart des boîtes tech qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas la tech, ils apprennent la tech et ils apprennent super vite. Sous-estime pas ta capacité à apprendre si tu aimes vraiment ça. Et c'est pour ça que la passion devient un ingrédient important. Parce que la seule façon de faire, c'est de travailler plus que les autres. Et c'est juste trop dur de travailler plus que les autres si vous n'êtes pas passionné. C'est ça le point. C'est pas que la passion, c'est un truc magique qui donne des pouvoirs. Non, c'est juste que la passion, c'est le chemin le plus direct vers le travail. Et le travail, c'est le chemin le plus direct vers la réussite. Si vous voulez un point commun entre tous les entrepreneurs de The Family qui réussissent, c'est qu'ils travaillent plus que tous les autres. C'est rare de gagner par la frivolité. Hein. Il y a des gens qui ont de la chance. Hein. On connaît des gens, ils se sont fait racheter 10 millions, ils ne savent pas pourquoi.
c'est un malentendu. Il y a toujours des histoires comme ça. De la même façon qu'il y a des gens qui achètent un ticket de loto et gagnent 100 millions. Hein. C'est pas pour ça que tout le monde va acheter un ticket de loto tous les jours en se disant ça va m'arriver aussi, quoi. La chance, c'est la chance, mais le travail, c'est ce qui permet le plus de maximiser ses chances. Il y avait une question avec la chemise rose, non? Non, j'ai rêvé, pardon. Question? Bonjour, je m'appelle Vladimir Gazik. Il y a un élément que vous avez évoqué, mais sans approfondir, et qui, à mon avis, est très important quand on est entrepreneur, c'est l'environnement familial. La famille, c'est le premier incubateur, vous avez vos premiers locaux, la première levée de fonds avec l'argent de poche, c'est eux qui vous soutiennent. Oui, les enfants sont la meilleure start-up, oui. On est un peu Il n'y a pas de obligé. business plan, ça met très longtemps à rapporter de l'argent. Mais je pense que n'importe qui se lance dans l'entrepreneuriat doit avoir un bon environnement. C'est eux qui vont vous donner une éducation aussi. Aujourd'hui, on confie l'éducation des enfants en disant à des étrangers, en disant ils vont le faire mieux que moi. Mais je pense que sans un bon environnement familial, on ne peut pas devenir un entrepreneur qui réussit. Et la deuxième chose qui va dans le même sens, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur qui réussit en étant contre quelqu'un. Il faut avoir un projet pour les gens. Ah oui, alors, oui, allez-y, pardon. Donc, je voulais avoir votre ressenti là-dessus. Je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Vraiment, alors ça, je l'entends, je l'ai entendu 1000 fois et je comprends ce que vous voulez dire, parce que le contre n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Ce que je voulais dire, c'est avec la famille. Je voulais dire pas contre son papa ou contre sa maman, couper le lien familial. Contre une injustice, par exemple. Alors déjà, les parents qui soutiennent les enfants dans l'entrepreneuriat, il n'y en a pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est parent, on partage tout le downside des enfants et jamais l'upside. Si votre enfant vous dit « je vais faire un tour du monde » et ça se passe mal, il se fait tabasser dans la première ville, le seul type qui restera sur Terre, c'est son père ou sa mère. Si votre enfant rencontre des gens formidables et vit des trucs, il ne répond pas au téléphone. C'est classique, c'est normal. C'est la structure même de la parentalité. Les parents partagent le downside, ils ne partagent pas l'upside. Et c'est pour ça qu'en général, écouter ses parents, c'est de très mauvais conseil dans l'entrepreneuriat. Parce que les parents, ils veulent votre bien, ils ont l'impression de vous connaître. C'est deux erreurs fondamentales sur les entrepreneurs. Parce qu'en fait, c'est en prenant le maximum de risques que vous avez une chance de faire quelque chose. D'ailleurs, regardez, moi je peux vous raconter... Ah si, vous inquiétez pas. Je peux vous raconter une anecdote. Moi j'ai une cousine qui a été dans les premiers employés d'Amazon. Moi je viens d'un village très pauvre au sud Liban où les gens travaillent très dur pour envoyer leurs enfants à l'école. Je sais ce que c'est le sacrifice. Ma mère me rappelle tous les jours qu'elle s'est sacrifiée pour moi. Ce qui est un sketch en fait, hein, parce que vu le niveau de fierté qu'elle a quand elle parle avec les voisins que je réussis mieux qu'eux, je n'ai pas l'impression que le sacrifice n'est pas payé. Hein, donc je le vois bien le deal en fait, mais elle fait semblant de ne pas le voir, elle fait semblant de dire c'est un deal sacrificiel. Et j'ai une cousine assez marrante qui a été dans les premiers employés d'Amazon. J'étais petit à l'époque. Je me souviens d'elle qui a fait Brown en maths et qui explique à la famille qu'elle va travailler chez un libraire en ligne. Vous n'imaginez pas la tête des gens autour de la table. Genre, la grand-mère s'est étouffée, le père, il a déshérité alors qu'il n'avait rien à lui hériter. Et quand elle a touché, je sais pas, 100 ou 200 millions de stock options, ils ont tous trouvé qu'elle était formidable. Et je la connais, cette histoire, parce que je l'ai vue 1000 fois, en fait. Donc, évidemment que l'environnement familial est important, mais attention, l'environnement familial, là aussi, il faut se rebeller. Parce qu'en général, les entrepreneurs qui écoutent trop leurs parents, qui ne se rebellent pas, qui font ce que leurs parents font, ils font ce que les gens qui ne vivent plus dans le monde actuel font. Par définition, on se déphase en vieillissant. Moi, j'ai 33 ans, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Je ne comprends rien. J'ai un gosse là à la maison qui est en train de fabriquer un casque de réalité virtuelle et un monde virtuel en VR. Il me parle, je n'ose pas lui dire qu'il parle chinois. Je fais semblant, je dis oui, non, évidemment. Et puis j'essaie de prendre un air profond quand il me parle, mais je ne comprends plus rien. On a 13 ans d'écart. 13 ans d'écart, je ne comprends rien. Ces trucs. Donc 20 ans d'écart, 30 ans d'écart, prétendre qu'on comprend, prétendre qu'à 50 ans, on puisse avoir la moindre opinion informée sur ce qu'un mec de 20 ans fait, c'est un rêve. Et c'est un problème d'ego qu'on a tous. On a tous envie de prendre soin des siens, on a tous envie de dire à ses enfants quoi faire. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a vraiment écouté papa et maman et qui a fait un truc extraordinaire? D'ailleurs, j'ai même une preuve, c'est que dans tous les livres pour enfants, quand il y a des aventures, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils butent les parents. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dans tous les livres de littérature, tous, où il y a une aventure faite par un enfant, Les Royaumes du Nord, Oliver Twist, name it, prenez-en n'importe lequel, l'écrivain se sent toujours obligé de buter les parents, parce que le livre d'aventure dans lequel l'enfant doit appeler les parents pour dire que ça va,
alors qu'il vient de sauter d'un immeuble et de prendre des risques complètement inconsidérés, n'a pas de sens. Et maintenant, pour les gens qui ont un environnement familial complètement cassé, nous, on en a à The Family. Hein. À The Family, on a tout. On a les gens battus par leurs parents, on a les gens qui ont été violés, on a les gens qui ont vécu des drames. Il ne faut pas sous-estimer l'énergie que le drame donne à ces gens-là. Évidemment, moi, je vous dis, je suis un privilégié hors du commun. J'ai une mère ambitieuse, invraisemblable. J'ai des frères incroyables. Je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. Donc, dans le genre chouchou, c'est champion du monde. Donc, il n'y avait pas de problème à la maison. Mais je vois bien aussi que ça marche dans les deux sens. Un bon environnement, ça aide. Un environnement catastrophique, ça peut donner la rage. Et il ne faut pas sous-estimer ça. La gloire, le succès, etc., a des chemins très, très, très tortueux. Très, 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 très tortueux. On a une entrepreneuse à The Family qui a une histoire invraisemblable. Je ne sais pas si elle la racontera un jour en public. Mais c'est le genre... Vous verriez ça dans un film, vous vous dites, ouais, non, mais le scénariste, il a fumé, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est sa vie, et c'est elle, et elle l'a sublimé. Et aujourd'hui, c'est une entrepreneuse hors du commun, quoi. Donc, il n'y a pas un chemin. Évidemment qu'on souhaite tous que les gens prennent soin des leurs, mais il faut faire attention à l'over-soin. Il faut faire très, très attention aux conseils qu'on donne. Et il ne faut pas sous-estimer la rapidité du déphasage et la rapidité de notre ignorance. Si on apprend quelque chose dans le monde des startups, c'est que vraiment, on ne sait rien à rien. Qu'à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir compris quelque chose, il y a quelque chose qui vient contredire. C'est un peu comme, ça ressemble beaucoup à la biologie. Vous savez, la biologie, c'est le domaine scientifique le plus déprimant. Parce que chaque fois que vous découvrez un truc, il y a un type qui découvre l'inverse. Par exemple, c'est les mecs qui ont découvert l'ADN. Ils disent, ouais, le code ADN, ça code qui on est. Puis après, il y a un mec qui vient dire, ouais, mais en fait, c'est pas vrai parce que l'hélice, elle a un impact. Puis après, il y a un mec qui vient dire, non, mais en fait, c'est pas vrai parce que l'environnement et l'épigénétique a un impact. Et puis là, je lisais un article il y a quelques semaines où les mecs disaient qu'en fait, la structure 3D change le code. J'imagine la tronche des types dans les labos, quoi. Bon, bah, ok. Bah, encore une fois, on avait tort. On continue. Oui, bah, ça s'appelle avoir tort. Mais c'est pas grave. Je veux dire, la plupart des gens qui font de la biologie sont des grands optimistes, comme les gens qui font des startups sont des grands optimistes. Vous faites pas notre métier si vous n'êtes pas un grand optimiste. Enfin, nous, à chaque fois qu'on regarde une boîte, on voit une billonne. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup aux enfants. Vous savez, quand on a un enfant au début, on place beaucoup, beaucoup d'espoir en lui. Puis il grandit et on se dit, si ça devient une PME, c'est pas mal. C'est un peu ça, les startups. Quand vous êtes au début, évidemment, vous pensez toujours avoir le prochain Google. Et vous le considérez comme le prochain Google. Bon, la plupart, si ça devient des PME, c'est déjà pas mal, quoi. Il y avait une question par là-bas. Bonjour, je voudrais t'interroger un petit peu sur ton business model, tu en parlais tout à l'heure. En ce moment, si je ne me trompe pas, en fin de compte, ton business model il repose surtout sur les investisseurs. Et en ce moment, il y a la Fed qui injecte des milliards dans des banques qui sont un peu en faillite. J'ai des potes qui travaillent dans des banques qui me disent que leurs clients en fait, retirent un maximum de cash en ce moment. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une crise tout de suite, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte dans ta vision macroéconomique de ton business? Et comment tu peux faire pour contrer, en fin de compte, s'il se passe quelque chose pareil? Moi, je pense que la macroéconomie, c'est de l'astrologie, fait par des gentils astrologues. Que j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois que tout le monde me disait qu'il allait y avoir une crise, comme par hasard, ça n'arrivait jamais. Et que quand personne parlait des crises, on se la prenait toujours dans la tronche. Donc, c'est bon, j'ai compris. Donc moi, je suis un mec très micro. Et en fait, crise, pas crise, argent, pas argent, on construira des boîtes. Si tu me donnes 10 millions pour construire une boîte, je te fais une boîte pour 10 millions. Si tu me donnes des allumettes et une boîte, je te ferai un truc avec des allumettes et une boîte. Je m'en fous. Et les valos, elles vont se monter, descendre. Les Uber, les machins, je sais pas quoi. En fait, tout ça, ça alimente un monde journalistique qui tourne en rond. Parce qu'en fait, ça repose sur « ha ha ha, on vous a dit ça, mais en fait, c'est ça. Ha ha ha, vous aviez tort. » Et en fait, tous les gens qui font des choses s'en foutent. Est-ce que The Family, au dernier tour de table, ça vaut 100 millions, 200 millions, 300 millions? Est-ce que vraiment, ça va changer quelque chose de ma vie? Non. Ce qui, par contre, est important, c'est que quelle que soit la situation, on surfera. Et je pense que quand tu es un bon entrepreneur, tu surfes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait rire les gens qui disent aux entrepreneurs de refuser l'argent. Ça, c'est
dans le truc comique. Genre, cette année, on a eu une discussion hors du commun, où en fait, on avait un type que j'adore, mais bon, je pense qu'il comprend plus ce qui se passe. Et grosso modo, on a une de nos boîtes qui lève 30 millions à 300 millions de valo, et elle fait 10 millions de chiffre d'affaires. Dans le genre, ça n'a aucun sens, ça se pose là. Tu vois. Et alors il dit, mais non, mais vous ne pouvez pas prendre l'argent, vous ne valez pas ça. J'adore les gens qui pensent qu'il y a une valeur aux choses. Mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, un, personne ne sait ce que ça vaut. Deux, si ce n'est pas eux qui prennent l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui le prendra. Et trois, les marchés sont dynamiques. Les marchés ne sont pas statiques. Tu n'es pas sur ton île en te disant, moi, sur mon île, je suis l'homme le plus vertueux et je refuse cet argent que je ne mérite pas. Non, tu as de l'argent, tu le prends. Et puis si demain, cet argent, tu le brûles, tu rates, machin, parce qu'il y a une crise et tu n'as plus d'argent, bah, tu fais comme tout le monde, tu remontes tes manches, tu restructures ta boîte, tu changes ta base de coûts, tu coupes les jus de fruits, tu arrêtes le snacking illimité, je sais pas, tu fais des trucs, quoi. Et évidemment qu'il y a des cycles économiques, évidemment qu'on va revivre une crise. Après, la probabilité que des gens qui travaillent en banque la voient venir, cette crise, je suis très sceptique. Et en ce moment, ça nous fait trop rire. Moi, il n'y a pas une semaine où je ne vois pas un asset manager qui m'explique ah, « ça y est, on y est ». Je dis « ouais, je vous regarde ». L'or monte. Voilà. C'est que les mecs prennent des actifs à un endroit, le mettent à un autre, la Fed imprime des billets. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, la déflation du monde. Vous savez, c'est des phénomènes économiques marrants. Vous savez qu'on a une inflation dans tous les pays occidentaux qui est plutôt contrôlée par les banques centrales. Mais cette inflation, elle est très étrange, parce que le monde est déflationniste, vous le savez tous. Regardez, combien ça coûte un ordinateur il y a 20 ans, combien ça coûte un ordinateur aujourd'hui? Combien coûte à peu près n'importe quel produit non régulé? Et si vous regardez dans le monde, les seuls produits dont le prix monte réellement, c'est les produits régulés. L'immobilier, l'healthcare, l'éducation. C'est-à-dire tous les trucs qui sont sous forte régulation, les prix montent, et tous les autres s'écroulent. Aujourd'hui, les gens achètent des voitures pour 200 balles par mois, 100 balles par mois. Avant, on s'endettait une vie entière, ou on économisait une vie entière pour acheter une voiture. Ça paraît absurde maintenant. Les gens se disent, bah, les gens maintenant vont dans des maisons de vacances hors du commun, alors qu'ils n'auraient jamais les moyens de l'acheter. Parce qu'ils y vont une semaine, la fraction de coût à une semaine est tout à fait raisonnable. Et je pense qu'en fait, les économistes sont incapables d'appréhender ça. Incapables. Donc après, ils disent « Ah oui, bah, il faut imprimer de l'argent, pas imprimer de l'argent. » Nous, on fait des startups. Et les startups, ça existe avec ou sans argent. Moi, je me souviens de l'époque où on construisait des startups sans argent. C'était incroyable ce qu'on faisait. D'ailleurs, c'était beaucoup plus agréable. Hein. Vous savez, c'est devenu... Moi, j'ai l'impression que depuis 2 ans, 3 ans, mon métier, c'est le métier d'un type qui passe son temps à expliquer aux gens comment dépenser leur argent. Je trouvais plus sympa mon métier quand j'expliquais aux gens comment le créer. C'était pas... Mais bon, c'est comme ça. Quand un entrepreneur il lève 30 millions, bah oui, il a 30 millions sur un compte, il faut qu'il le dépense. Enfin, les gens ne lui ont pas donné 30 millions pour qu'il le garde et qu'il attende une crise, que ça explose. Enfin, les gens sont bizarres, en fait. Et en plus, c'est un peu le virtue signaling. Tu vois, c'est le fait de vouloir avoir l'air plus vertueux que les autres. Mais ça ne paye personne d'être vertueux. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu t'es honnête ou malhonnête, mais la vertu, comme quoi tu aurais une morale supérieure aux autres, tu ne prendrais pas l'argent. Trop compliqué tout ça. Tu prends ce que tu as et tu fais avec ce que tu as. Et quand il n'y aura plus rien, ça va être drôle. Parce que ça va complètement changer le genre d'entrepreneur. Parce qu'il va falloir être incroyablement créatif, solide, musclé. Ça va être tendu. Hein. Et si pas dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça arrivera forcément. Il y a bien un moment, les gens vont avoir besoin de retirer leur argent, ça créera des crises, etc. Oui. Pardon, on entend pas mal parler des banques, je reviens sur le monde des banques, qui sont plus ou moins présentes sur le monde de l'entrepreneuriat et des startups, qui se disent accompagnatrices de telle ou telle boîte ou telle structure, avec la volonté de se développer, d'être très forte là-dedans. Bon, j'ai quelques doutes sur le sujet. Cela étant, comment vous voyez l'intervention des banques dans la vie d'une start-up globalement aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont leur place? En 7 ans, on n'a jamais parlé à un banquier. Voilà. OK. Voilà. La dette n'est pas un instrument de financement de l'innovation. On se parle. Hein. La dette n'est pas un instrument de financement de l'innovation. La dette, c'est très dangereux dans l'innovation. 100% des entrepreneurs qui prennent de la dette alors qu'ils essaient d'innover finissent mal. C'est un outil qui ne marche pas.
Et les banques ont bien raison de ne pas prêter aux entrepreneurs. Enfin, moi, je suis une banque, et on me demande de prêter de l'argent aux entrepreneurs, je ne le fais pas. Hein. Enfin, je les connais, les gaillards. Hein. Enfin, c'est pas, on a inventé l'equity, on a inventé le risque et on a inventé le rendement sur le risque pour cette raison-là, pour financer des choses qui n'ont pas de sens. Enfin, d'ailleurs, moi, je trouve les gouvernements très, très injustes sur le sujet. Tous les gouvernements du monde, ils ont toujours la même théorie, c'est que les banques ne financent pas le risque. Et de l'autre côté, on crée l'autorité de régulation, on leur interdit de perdre de l'argent, on leur explique que s'ils ont plus de 2 ou 3% sur leurs prévisions, c'est la prison. Dans le genre, entre le marteau et l'enclume, banquier, c'est... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans une vie antérieure, les banquiers, mais qu'est-ce qu'ils prennent cher? C'est pas... Dans le genre Mission Impossible. Et c'est drôle, hein. Enfin, moi, à chaque fois, je vois un politique m'expliquer que les banques, hein, il est temps... En France, on a la lubie de l'assurance vie. Je ne sais pas si vous avez ça ici ou pas. Vous savez, les Français mettent tout leur argent dans l'immobilier et l'assurance vie. Et tous les 2 ans, il y a un mec à Bercy qui dit « Si on prenait 2% de l'assurance vie et qu'on le mettait dans les startups, ça ferait des milliards. » Bah oui, mais bon, il y a une très très bonne raison pour laquelle les gens ne font pas ça. Si vous prenez le taux d'épargne moyen des Français est l'un des plus bas du monde. En liquide, pardon. Pas en valeur absolue, mais en valeur mobilière liquide. C'est très bas. Les gens ne mettent pas en bourse, ils ne font pas confiance. Les gens trouvent que mettre leur argent en bourse, c'est risqué, c'est culturel en France. On dit la bourse, ça peut descendre. Vous imaginez, mon Dieu, ça peut descendre. Et après, le mec, il dit, mais, attention, j'ai une super idée. Si on prenait 2% de tout cet argent et qu'on le mettait en bourse, en start-up, alors là, vous verriez ce que vous verriez. Alors, je dis, mais quel 2% les tiens? Non, non, pas les miens, attends. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le patrimoine des hommes politiques, qui est un sketch. Moi, la prochaine fois qu'un homme politique... C'est la blague que je fais souvent parce qu'ils nous invitent, tout ça. Ils viennent nous demander des conseils. Alors, la dernière fois, je ne citerai pas avec qui, mais il me dit, oui, il faut que les Français investissent dans les startups. Je lui dis, oui, d'ailleurs, j'ai préparé un RIB pour vous. Il faut que vous montriez l'exemple. Nous, le ticket minimum à The Family, c'est 100 000 €. Vous avez largement les moyens. J'attends votre virement, quoi. Ah oui, mais bon, ma femme, elle a fait des travaux. Bon, ben, on attend toujours le virement, quoi. Mais les gens ont toujours envie de faire avec l'argent des autres. Mais c'est cool que les banques ne s'occupent pas des startups, c'est pas grave. Les startups n'ont pas besoin des banques. Et quand c'est plus des startups, la vraie définition, la vraie différence entre une startup et une entreprise, c'est qu'une entreprise a des revenus prédictibles, une startup n'en a pas. Si vous cherchez une vraie différence de nature entre les deux, vous pouvez avoir des très très grandes startups et des très petites entreprises. Il y a des entreprises qui méritent du crédit bancaire et il y a des startups de 1000 salariés qui n'en méritent pas. Pourquoi? Parce que la vraie clé entre le fait de mériter ou pas de devenir une entreprise, c'est la prédictabilité des revenus et la sûreté avec laquelle vous pouvez prédire la génération de ces revenus. Vous devenez une start-up quand vous devenez une entreprise, pardon, quand vous n'êtes plus dans l'incertitude et que vous n'avez plus un taux de risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. Il y a des gens qui élèvent des milliards et ils sont des start-up. Et il y a des gens, ils sont tout petits, ils sont des entreprises. Parce que ce n'est pas la taille qui définit la différence de nature. Ce n'est pas les startups, c'est petit, et les entreprises, c'est grand. Non, la plupart des startups sont par nature petites, et la plupart des grandes entreprises sont grandes par nature. Mais ce n'est pas leur caractéristique, ce n'est pas leur ontologie. Dernière question ? Alors c'est marrant, mais j'avais une expérience très particulière de Monaco. Mon ex-femme était médecin et elle était invitée tous les ans à la conférence qu'il y a de médecine régénérative qu'il y a dans cette ville. Et donc tous les ans, on venait au Fermont et j'allais au casino pendant 4 jours pendant qu'elle faisait ses conférences de médecine. Et je trouvais ça formidable. Nobu Casino Nobu, c'était mon expérience de Monaco. Mais je ne savais pas qu'il y avait des vrais gens qui vivaient ici. J'avais raté un truc. Mais il faut dire que c'est quand même, en termes d'architecture, c'est une ville qui n'est pas très accessible. On ne sent pas que les gens y vivent vraiment, en fait, quand on vient comme touriste et tout. Et alors, j'avoue, aujourd'hui, je suis venu, parce que Mathias a insisté pour qu'on vienne, et puis qu'on aime bien faire des trucs en sachant pas trop quoi attendre. Et effectivement, on a vu des très bonnes startups. Je n'ai pas perdu ma journée. Donc, j'espère même que certaines startups rejoindront The Family. Donc
Donc, tu vois, je suis excité. Maintenant, j'ai été au Palais et ça m'a rappelé à quel point c'est des trucs moi, qui me gonflent. C'est des trucs... tu prends une photo, le type te dit « photo, c'est interdit, le prince, c'est... » Putain, on est en 2019, mon vieux, détends-toi. Enfin, qu'est-ce que je te dise, en fait et c'est toujours gênant hein, de voir des gens qui ne veulent pas vivre dans leur époque. Ça, c'est des trucs, moi, qui m'angoissent. D'ailleurs, j'ai vu les pauvres de mon équipe qui ont levé les yeux au ciel en se disant « ça y est, il va partir en vrille, il va se faire arrêter, on va avoir des problèmes ». Mais tu sais, la rébellion. Alors, j'ai l'impression qu'ici, pour se rebeller, va falloir y aller. Mais pourquoi pas enfin, je veux dire, il y a de l'argent, il fait bon vivre, c'est vraiment beau, c'est étonnamment beau. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des entrepreneurs ici qui fassent des trucs formidables, quoi. Comme partout où c'est sympa de vivre. D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des écosystèmes startups sont créés dans des endroits vraiment agréables à vivre. C'est pas pour rien. San Francisco, c'est vraiment super agréable à vivre. Barcelone, Berlin, Londres, Paris, c'est vraiment des endroits où il fait bon vivre. Parce que les entrepreneurs aiment bien... Il y a un discours un peu bizarre en France où les entrepreneurs sont ces génies qui gagnent le SMIC. C'est toujours très bizarre, parce que comme c'est mal vu de gagner de l'argent en France, tous les entrepreneurs prétendent être pauvres. C'est toujours un truc, moi, qui me... Mais étant libanais, j'ai pas ce problème. Mais bon, la qualité de vie est un des critères très importants d'un écosystème startup. Juste pour compléter un petit peu le tableau, on est aussi dans un territoire petit, mais qui a une ligne de décision extrêmement courte. Fabrice en a un exemple, Frédéric Ginta et toutes ses équipes en sont une autre. Quand on est convaincu que quelque chose est bon pour le pays, on le met en œuvre extrêmement rapidement, de manière extrêmement dynamique. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir, mais c'est intéressant aussi de le souligner. Et cette échéance en est une. Monaco Tech en est un autre exemple. C'est un territoire un peu exceptionnel de ce point de vue-là. Et ça mérite d'être creusé, en tout cas. Eh ben, on reviendra si vous voulez bien de nous. Hein. Si le Palais n'a pas mis ma photo. Bon, ben, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.